Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire de décryptage de l'offre de services du programme Petite Ville de demain. Aujourd'hui, nous allons décrypter avec vous l'offre de services de la Fondation du patrimoine. Je me présente, je suis Dominique Concile, la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, quelques consignes pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Nous vous incitons à signaler tout problème technique ou toute remarque dans le chat. Et puis, vous pouvez poser bien sûr vos questions dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Alors, comme à l'accoutumée pour ce webinaire, nous allons mettre à l'honneur une petite ville de demain qui viendra nous parler de son expérience. Aujourd'hui, il s'agit de la commune de Dinard, en Ille-et-Vilaine, une très jolie commune de Bretagne que je vous invite à découvrir pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore la mythique promenade au clair de lune de Dinard. C'est un incontournable de nos petites villes de demain. Alors, dans un premier temps, nos 4 premiers intervenants reviendront sur l'action de la petite ville de demain de Dinard et sur l'accompagnement dont elle a pu bénéficier grâce à la Fondation du patrimoine. Nous aurons les témoignages d'Amélie Haumette, qui est la responsable patrimoine et archives de la commune de Dinard. Ensuite, Jean-François Aurière, qui est bénévole délégué à la Fondation du patrimoine. Nous aurons également le témoignage de Sandrine Lézé, qui est la chargée de mission à la délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine. Ensuite, nous aurons les interventions d'Anaïs Couteau, qui est la responsable éditoriale à la Fondation du patrimoine, et Julie Jam, qui est la responsable du programme et des partenariats à la Fondation du patrimoine. Elles nous présenteront toutes les deux l'accompagnement de la Fondation du patrimoine dont peuvent bénéficier les petites villes de demain, mais aussi l'outil Portail du patrimoine, qui est un nouvel outil proposé pour les collectivités. En introduction, je veux rappeler que la Fondation du patrimoine, c'est bien un acteur essentiel, un acteur important du financement privé en faveur du patrimoine, puisque la Fondation permet de faire appel à des dons de particuliers qui sont accompagnés de manière tout à fait sécurisée. C'est un partenaire important pour le programme Petite Ville de demain. La Fondation du patrimoine, elle agit partout en France aux côtés des collectivités, des particuliers, des associations, à travers ses 21 délégations régionales et ses 100 délégations départementales. Il faut signaler aussi que la Fondation du patrimoine a lancé en 2021 le Portail du patrimoine. C'est un site d'information qui est consacré au patrimoine et à ses enjeux, aux enjeux de restauration. Et il a pour ambition tout simplement d'accompagner les propriétaires, mais aussi d'accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs projets. Aide à la restauration, acteurs pouvant être sollicités, accompagnement de la Fondation du patrimoine. C'est vraiment un outil important qui peut intéresser les chefs de projet des petites villes de demain. Et c'est pourquoi nous tenions à vous le présenter aujourd'hui. À l'issue de ce webinaire, nous conserverons un temps de questions-réponses d'environ 15 minutes. N'hésitez pas à réagir dans l'onglet dédié tout au long du webinaire. Et je vais désormais laisser la parole à nos intervenants qui vont nous présenter l'accompagnement de la Fondation du patrimoine et ses actions sur le territoire de la commune de Dinard. Nous commençons avec Amélie Haumette. Madame Haumette, je vous passe la parole et je vous laisse le soin de contextualiser la démarche au sein de votre commune. Oui, bonjour madame, bonjour à tous et à tous. Merci de nous permettre d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc je vais en préambule vous contextualiser un petit peu l'émergence de la conscience patrimoniale et de la politique patrimoniale à Dinard. Donc voilà, vous avez déjà fait la publicité de notre belle station balnéaire. Donc Dinard est une ville littorale du nord de la Bretagne. Donc il y a 10 300 habitants l'hiver et 5 fois plus l'été. Donc, c'est une station balnéaire qui s'est développée à la belle époque dans le contexte de développement des bains de mer et du tourisme et donc de la villégiature balnéaire. Ça a été une très grande station balnéaire à la belle époque, également dans les années folles, qui nous a livré un patrimoine balnéaire tout à fait exceptionnel, avec des villas, des châteaux de bord de mer, des hôtels historiques, des infrastructures littorales et sportives de très très grande qualité. Donc, l'émergence d'une conscience patrimoniale
a été, entre guillemets, un long cheminement. Déjà, la station balnéaire a connu, après la Première Guerre mondiale, une période de déclin par manque de clientèle et d'entretien. Le patrimoine balnéaire était un petit peu en déliquescence. Il y avait beaucoup de transformations à l'époque. Les hôtels étaient transformés en appartements. Les villas étaient divisées en copropriétés. Donc, il y avait quelques menaces, entre guillemets, sur la préservation de ce patrimoine balnéaire. Donc, cette prise de conscience patrimoniale a été progressive. Déjà, il y a eu un choc émotionnel par les habitants, puisqu'il y a eu pas mal de destruction dans les années 70. Là, sur le visuel, vous voyez notre magnifique casino balnéum construit en 1928, un véritable palais des loisirs et du divertissement d'une architecture art déco vraiment incroyable. Vous avez également un autre bâtiment qui était une fantaisie architecturale, qui était la tour Eiffel de Dinard, également détruite dans les années 70. Et donc, ces destructions majeures, un petit peu comme les halles de Baltard à Paris, ont permis de faire émerger une première conscience patrimoniale, voilà, chez les habitants. Donc, après ce premier choc émotionnel, il y a eu la période de la connaissance de ce patrimoine. Comme vous le savez, l'acceptation patrimoniale est un long consensus. Il y a eu des études donc au niveau national et au niveau régional sur le patrimoine balnéaire. Les chercheurs de l'inventaire, qui étaient des services de l'État, mais non des services régionaux, ont énormément étudié ce patrimoine balnéaire et ont établi tout un corpus de références qui a permis d'institutionnaliser ce patrimoine au niveau national. Donc, Dinard a été la première ville d'art et d'histoire labellisée par le ministère de la Culture pour la richesse justement de ce patrimoine balnéaire. Donc, c'était toute une chaîne de patrimoniale, la prise de conscience de ce patrimoine, l'étude de ce patrimoine par les services de l'inventaire, sa valorisation par un label Ville d'art et d'histoire, voilà, que vous connaissez peut-être. C'est une convention d'objectifs et de partenariat établie avec le ministère de la Culture qui permet donc aux villes d'art et d'histoire d'avoir une politique très ambitieuse dans le cadre du tourisme culturel, de la protection, de la valorisation des patrimoines architecturaux et paysagers. Donc après cette prise de conscience du patrimoine balnéaire, donc cette labellisation ville d'art et d'histoire, et il a bien fallu également protéger ce patrimoine qui était enfin identifié. Donc voilà, je vous remercie pour de passer la seconde slide. Voilà, alors après cette période un peu de déshérence du patrimoine balnéaire et quelques destructions majeures, eh bien, la municipalité, de manière très précoce, s'est engagée dans une procédure de ZPPUP, donc zone de patrimoine de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. L'étude a été menée dès 1984, sachant que la loi a émergé en 1984, en 83, excusez-moi. Donc, c'était vraiment une politique très engagée de la municipalité. Donc, cette ZPPUP a nécessité de nombreuses années d'études, puisqu'elle a été entérinée par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2001. Donc, cette première zone de protection du patrimoine a permis de protéger de nombreux édifices, dont des villas, mais aussi des immeubles d'habitation, des hôtels, des édifices de culte. Donc, après plusieurs années d'expérience de cette ZPPUP, et après les évolutions législatives récentes, notamment la création des AVAP en 2000, alors, attendez, je regarde mes notes, des AVAP en 2010, puis la création des SPR avec la loi LCAP de 2016, la municipalité s'est engagée dans le renouvellement de cette ZPPUP. Donc, différents constats ont été établis. Déjà, la ZPPUP a été un outil majeur pour préserver le patrimoine balnéaire, mais il y avait la nécessité de réviser ce premier document d'urbanisme, puisqu'il y avait des quartiers de la ville qui n'avaient pas été pris en compte, et certaines typologies patrimoniales qui n'avaient pas été prises en compte. Je citerai notamment les cités-jardins, le patrimoine de la reconstruction, l'architecture des années 50 et 60.
Donc, ce nouveau SPR sur lequel nous avons travaillé et qui a été entériné en juillet 2023 par une CLAVAP nous a permis de développer encore davantage les typologies patrimoniales protégées par ce secteur et d'augmenter de plus de 48% le territoire communal qui fait l'objet de cette protection patrimoniale. Le SPR s'est étendu à de nouvelles typologies patrimoniales. Alors, donc, je vous ai parlé de l'émergence d'une conscience patrimoniale, inventaire, connaissance, labellisation ville d'art et d'histoire, protection grâce à des outils d'urbanisme. Et après, il faut aussi faire vivre ce patrimoine et aider les propriétaires dans leurs opérations de restauration et de réhabilitation de ce patrimoine. Donc là, vous avez la carte du SPR, donc une cartographie, vous connaissez sans doute la méthodologie, qui en fait établit une typologie de bâtiments d'intérêt, intérêt exceptionnel, voilà, bâti d'accompagnement, etc. Donc il y a toute une classification de ce patrimoine. Dès que les administrés souhaitent faire des travaux, il faut l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Donc certaines collectivités peuvent penser que tout cela est contraignant, mais justement, j'en viens à la Fondation du patrimoine, puisque la municipalité a souhaité très rapidement, dès 2008, signer une convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour accompagner nos administrés, les propriétaires de ce patrimoine bâti en zone SPR, pour les accompagner dans leurs travaux et leur permettre d'avoir des avantages fiscaux. Donc, les collègues de la Fondation du patrimoine vont vous expliquer ça plus en détail. En tout cas, à Dinard, nous sommes à la 3e convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine. En 2008, la municipalité a voté une subvention de 4 000 € annuels qui rendait éligible 400 000 € de travaux à l'échelle de la collectivité. Face au succès grandissant de cette convention de partenariat, dès 2013, il y a eu un avenant et la subvention de la ville est passée de 4 000 à 8 000 €, permettant de rendre éligible 800 000 € de travaux à l'échelle de la collectivité. Et dernièrement, donc avec la loi rectificative des finances de 2020, eh bien, la municipalité a doublé sa subvention à hauteur de 2%, c'est-à-dire 16 000 € par an, pour maintenir cette enveloppe de travaux à 800 000 €. Donc, c'est vraiment une réussite. Le label, l'octroi du label marche très 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 bien donc sur Dinard et voilà, nous travaillons donc au quotidien avec les différents partenaires, que ce soit donc les administrés propriétaires, le service urbanisme, l'UDAP, bien évidemment la Fondation du patrimoine et ces chevilles ouvrières qui travaillent voilà, concrètement avec tous les usagers pour les conseiller tout au long de l'année. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue. Peut-être pouvoir passer la parole à Jean-François Aurière. Oui, bonjour. Bien, écoutez, la difficulté pour nous, puisqu'on a parlé du délégué, disons, territorial, c'est d'être en même temps très près des administrés, mais également avoir effectué un travail presque professionnel, sachant que nous sommes que des bénévoles. Donc, la première action que l'on a développée pour nous, c'est être sûr que l'information passe bien. Dans beaucoup de communes, beaucoup d'administrés sont absolument ignorants de l'action de la Fondation du patrimoine. Donc, la première action que nous avons menée, c'est un rendez-vous avec les services de la mairie, dont ont été reçus par Monsieur le maire, le service urbaniste, patrimonial et autres. Et on a pu ainsi les informer sur les outils que la Fondation du patrimoine peut mettre à disposition des administrés, de présidents d'associations, donc de tas de personnes qui œuvrent autour. On a une chance à Dinard, c'est qu'on a des relations, je dirais, privilégiées avec le représentant de l'UDAP, donc l'instructeur des ABF,
qui lui voit la majorité des projets qui lui passent entre les mains, puisque Dinard, comme l'a dit tout à l'heure, c'est que disons, la plupart des surfaces du territoire sont protégées grâce à cette SPR, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la plupart des dossiers passent entre ses mains et il avise les pétitionnaires de la possibilité de cette aide que peut offrir la Fondation du patrimoine. Également, il nous informe sur certains sujets intéressants. Et nous-mêmes, dans le doute, on travaille également à l'envers, c'est qu'on peut l'interroger lorsqu'il s'agit de déterminer l'intérêt patrimonial, par exemple, d'une maison pour un particulier, ce qui n'est pas toujours évident. Et ben, il nous renseigne parce que lui est un professionnel alors que nous ne sommes que des bénévoles. Donc, on n'a pas forcément toute cette culture, disons, de ce professionnalisme. Donc, cette information passe doublement bien. Bien sûr, après, lorsque les ABF ont jugé qu'un dossier, qu'un projet est viable et valable, c'est pas pour autant que pour la Fondation du patrimoine, il l'est, parce que c'est une condition nécessaire de passer par l'ABF, mais elle n'est pas forcément suffisante. Donc, il nous reste un gros travail qui est celui de faire le tri. Est-ce que le projet va être patrimonial? Deuxièmement, est-ce que les travaux prévus sont éligibles ou pas? Donc ça, c'est un gros travail d'appréciation. Bon, alors petit à petit, ben, on affine un peu notre connaissance et j'espère on devient de plus en plus performant. Alors après, lorsque on est en relation avec les propriétaires, par exemple, ou pétitionnaires, notre travail va consister à l'instruire parce que beaucoup de gens nous appellent en nous disant est-ce que l'on peut avoir une aide? Et ils pensent subvention. Donc il faut leur expliquer quelle est la démarche à suivre. En général, on leur amène un document écrit parce que les documents dématérialisés, c'est une seconde étape. Mais au départ, il faut leur apporter un document papier. On leur explique un peu tous les renseignements qu'ils doivent apporter à ce document. Et on travaille après en symbiose, en coordination, on leur explique, eux préparent leur dossier. Et en finale, lorsque le dossier est quasiment terminé, ça nous permet, nous, de le transmettre à la délégation départementale et régionale qui va finir par donner ou pas son label. Et puis le dernier acte pour nous, à la base, ça sera en finale, et c'est intéressant, c'est de vérifier que les travaux ont bien été effectués suivant les normes qui ont été prescrites et de délivrer, alors je dirais presque la cerise sur le gâteau, c'est de délivrer le certificat de conformité et on remet la plaque au propriétaire pour montrer que leur bâtiment a bénéficié de l'aide de la Fondation du patrimoine. Voilà en gros les démarches que l'on a à faire en tant que délégué, disons, territorial. Merci. Merci Jean-François. Merci également Amélie pour ces propos. Je complète juste les informations données par Jean-François en termes d'organisation un petit peu au sein de la Fondation du patrimoine. Nous sommes en fait, pour ce qui concerne la délégation Bretagne, 3 salariés et c'est vrai que nous avons un réseau assez important de délégués qui sont donc bénévoles à la Fondation du patrimoine. On a une soixantaine de délégués chez nous en Bretagne. Et ce sont ces délégués-là qui sont vraiment les acteurs premiers sur le territoire et qui vont à la rencontre des porteurs de projets. Et leur travail n'est pas des moindres, hein, puisque ça permet de faire émerger les dossiers avec l'ensemble des acteurs que l'on a cités précédemment. Donc c'est vrai que depuis les prémices de notre partenariat avec la ville de Dinard, les dossiers ont été de plus en plus importants au fil du temps. On a commencé tout doux, le temps que l'outil aussi soit de plus en plus connu. Et puis ben, aujourd'hui, après ces années de partenariat, on peut compter 60 dossiers qui ont été soutenus auprès de particuliers. Ces dernières années, on est à peu près sur une moyenne de 4, 5, 6 dossiers selon les années. Et généralement, ce sont des dossiers très conséquents parce que, comme le disait Amélie, nous sommes sur un patrimoine balnéaire, donc des propriétés très importantes et puis des travaux très complets. La grosse difficulté sur ce type de ville pour les propriétaires, ça va être de faire face notamment au traînement de la mérule qui sévit énormément. Donc il va y avoir des traitements de bois, des reprises de charpente déjà très importantes.
S'ensuit la couverture, voilà, on intervient vraiment sur des travaux très complets, de la maçonnerie, de la ferronnerie, de la serrurerie. Le poste menuiserie peut être aussi très important. On a souvent ce genre de travaux. En soi, tous les travaux qui concernent la restauration extérieure du bâti. En quelques chiffres, nous avons donc soutenu pendant ces 16 années de partenariat plus de 12 millions d'euros de travaux et on a apporté une aide qui correspondait avant à 1% du montant des travaux et puis depuis 2020 à 2% du montant des travaux, ce qui correspond à 420 000 euros d'aide que l'on apporte aux particuliers pour la réalisation de leurs travaux. On peut passer à la slide suivante. Merci. Concrètement, du coup, grâce à cette enveloppe de 16 000 euros qui est mise à disposition par la ville de Dinard, nous pouvons octroyer des labels dans une limite de 800 000 euros de travaux. Et cette enveloppe permet de financer ce qui nous est légalement imposé, c'est-à-dire une subvention de 2% du montant des travaux éligibles au label, c'est-à-dire les travaux du clos, du couvert. Mes collègues reviendront un petit peu plus tard sur l'outil même du label. Bien sûr, nous avons un plan de communication qui est tout à fait à performer si on le souhaitait, pour permettre de parler de ce partenariat-là. Et c'est grâce à cette enveloppe que nous allons pouvoir déclencher le label. Et donc, ce label permet également pour les propriétaires d'obtenir des aides fiscales à hauteur de 50% du montant de leurs travaux. Voilà, donc du coup, globalement, nous sommes à 400 000 euros d'aide fiscale que nous pouvons apporter à la ville de Dinard. Il y a un effet multiplicateur autour du label qui est assez important. Nous avons récemment travaillé sur quelques supports de communication. Bien entendu, ça va surtout être avec les services de la ville de Dinard et puis parfois aussi le technicien de l'UDAP et l'ABF, que voilà, ça va nous permettre d'apporter quelques solutions aux propriétaires. Mais en complément, nous avons réalisé quelques supports de communication pour pouvoir expliciter un peu le principe du label et ce que ça peut apporter auprès des particuliers. Donc, on a réalisé notamment en dépliant une affiche qui sont mises à disposition à la ville de Dinard. Et bien sûr, ensuite, les techniciens en mairie sont là aussi pour prendre le relais avec Jean-François Aurière et son épouse, qui sont donc délégués sur tout le secteur. Je vous ai mis là quelques exemples de restauration que nous avons soutenus récemment pour vous montrer un petit peu en quoi ça peut, enfin ce dont il ressort. Ici, il s'agit d'une villa du 19e siècle qui a subi des transformations assez importantes ces dernières décennies. Les travaux entrepris par les propriétaires consistaient à redonner à cette villa son aspect initial. Donc, en l'occurrence, ils ont remplacé les menuiseries PVC par des menuiseries en bois à essence locale avec une peinture à l'huile de lin. Tous les volets roulants ont été supprimés et ils ont intégré des volets en bois pliables dans l'embrasure de chaque fenêtre. Autre chose qui est assez significative sur le visuel, c'est le remplacement du bow window que l'on voit derrière les arbres, un bow window 20e en béton qui a été construit à la place d'un bow window en bois qui était existant déjà au 19e siècle. Donc il a été restitué dans son esprit 19e siècle. Nous avons également accompagné les propriétaires pour des travaux en couverture. Et puis également les chiens assis qui ont été supprimés au profit de lucarnes, certaines fenêtres de toit existantes qui ont été remplacées par des fenêtres de toit encastrées, métalliques. Et puis il y a eu également un travail important en termes de ferronnerie sur le portail existant, qui a été remplacé par un portail en fer forgé qui reprend vraiment les principes de traverse et de volute de l'existant.
Euh, donc voilà, c'était un label assez important, mais on voit visuellement la plus-value grâce à ces travaux. Sur ce projet, là encore, c'est un projet très très ambitieux qui a, euh, enfin, où il y a beaucoup de corps de métier qui ont été repris, de la couverture, de la charpente, de la maçonnerie, avec vraiment un grattage des enduits ciment au profit d'enduits réalisés à la chaux, réfection des murs de clôture, remplacement de toutes les menuiseries par des menuiseries en bois, bien sûr peinture sur ces menuiseries, un travail de ferronnerie important également. Et puis il y avait que l'on ne voit pas là sur cette photo en l'occurrence, mais une petite gloriette également sur la propriété où il y a eu des travaux du même type qui ont été réalisés. Et puis sur ce dernier exemple, alors l'exemple n'est peut-être pas forcément flagrant comme ça à première vue, mais en fait, on a attribué 3 labels sur cette copropriété. Enfin, c'était des labels, on va dire, segmentés, qui consistaient à reprendre la couverture et puis également refaire les joints des différentes façades. Donc euh, là, en l'occurrence, on est sur des joints à la chaux, ce qui est vraiment préconisé par les architectes des Bâtiments de France. Les bénéfices de ce partenariat sont vraiment multiples, avant tout pour les propriétaires, parce que l'avantage, c'est qu'on peut les accompagner sur le plan technique, avant tout, grâce à l'expertise qu'on peut leur donner en accord avec les architectes des Bâtiments de France. Et puis également sur le plan financier, parce qu'on leur permet de faire vraiment des travaux vraiment plus qualificatifs, avec des aides financières à la clé. Et puis le partenariat avec la ville de Dinard nous permet aussi tout simplement d'accroître la possibilité des octrois sur la ville, chose qu'on ne pourrait pas forcément faire seul, parce que comme on doit débloquer une subvention à hauteur de 2%, et que les labels sont très importants sur la ville de Dinard, ce sont des gros labels. Nous, on n'a pas la possibilité financière de pouvoir suivre pour les octrois sur la ville. Donc, il y a vraiment là un intérêt mutualisé pour une intervention auprès des particuliers. Et puis ensuite, il faut bien sûr contextualiser un petit peu tout cela. C'est que pour l'économie locale, il y a des retombées directes, visibles. Ça permet, dans un premier temps, de contribuer à revitaliser le centre urbain de Dinard, qui va gagner en termes d'esthétique. Son centre-ville va être aussi beaucoup plus dynamique sur le plan économique, sur le plan de l'attractivité touristique. Le fait de soutenir autant de projets privés permet également de nourrir l'économie locale, constituée d'entreprises du bâtiment qui sont qualifiées. En Bretagne, depuis plus de 20 ans, on soutient de cette façon plus de 8000 emplois qui sont créés ou maintenus. Donc ça, c'est une réelle aide. Et puis, enfin, on participe également à la transition écologique de cette façon, en soutenant la restauration de bâtiments existants plutôt que de rénover ou de construire vraiment des bâtiments neufs pour lutter vraiment contre le mitage de surfaces agricoles et naturelles. Voilà, donc c'est un partenariat assez multiple qui a des bienfaits pour les acteurs privés et puis également pour la ville et pour la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, avant de passer à la présentation de l'offre de service de la Fondation du patrimoine, peut-être pouvons-nous prendre quelques instants pour répondre à des questions sur le chat. Je pense que ça s'adresse à Amélie Omet. Madame Omet, nous avons notamment des questions des personnes qui n'ont pas bien compris vos informations sur l'enveloppe globale de 800 000 euros, sur les montants mobilisés par la ville et sur les
les déductions fiscales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques Alors, précisions? j'ai pas été peut-être très claire. Donc, en effet, pour ce qui concerne notre dernière convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine, la ville verse tous les ans une subvention à la Fondation du patrimoine de 16 000 euros qui permet de rendre 800 000 euros de travaux éligibles pour l'ensemble des demandes de travaux au niveau de la ville. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, c'est une subvention attribuée à la Fondation du patrimoine qui permet de débloquer les 2% d'aide et qui permettent de rendre éligible à l'échelle de la collectivité 800 000 euros de travaux. Il y a des années où on utilise les 800 000 euros de travaux, des années où il y a un reliquat qui est versé en N+1. Voilà. J'espère avoir été claire. Alors, on a aussi une question sur le fait qu'on a vu des arbres disparaître, des éléments paysagers disparaître. Mais bon, on a vu qu'une ou deux photos. Je pense que ça ne représente pas la totalité des travaux qui ont pu être faits à Dinard. Et je sais que vous êtes également très attaché à préserver les magnifiques arbres, notamment ceux qui permettent de mettre à l'abri les promeneurs Oui, sur la bah, valeur les côtière de arbres, Noun. tout à fait. Les arbres et le patrimoine, de toute manière, des jardins, le patrimoine naturel et paysager de la ville, ces éléments du patrimoine vert sont également pris en compte dans le SPR. Donc, en effet, on a des arbres remarquables, des espaces boisés qui sont donc référencés dans le SPR et on ne touche pas non plus aux arbres sans demander l'autorisation à l'architecte des bâtiments de France. Donc là où en l'occurrence devant la villa, j'ai pas l'histoire, les tenants, les aboutissants, mais voilà, faut savoir que le patrimoine naturel est pris en compte également. Merci pour vos éclaircissements, Madame Omette. Je vous propose maintenant, après ce témoignage intéressant de la commune de Dinard et de l'accompagnement qui a pu être mis en œuvre par la Fondation du patrimoine, je vous propose de passer maintenant à une présentation par Anaïs Couteau et Julie Jams qui vont nous présenter justement l'offre de service de la Fondation du patrimoine. Et je pense que ça va permettre d'éclairer tous ceux qui nous regardent sur les conditions dans lesquelles intervient la Fondation du patrimoine. Je vous passe la parole, Madame Couteau. Bonjour, alors ce sera Julie qui interviendra avant moi. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir conviés à intervenir aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous allons vous dire quelques mots sur la Fondation, sur nos missions et ensuite entrer dans le vif du sujet avec notre offre de service. Donc la Fondation a été créée il y a un peu plus de 25 ans, en 1996, et reconnue d'utilité publique en 1997. Avec pour objectif de préserver le patrimoine rural, avant tout, le petit patrimoine. Ce patrimoine, il est à la fois bâti, mobilier, naturel. Voilà, on vient d'avoir un exemple avec la commune de Dinard. Et la mission de la Fondation, c'est aussi mobiliser tous ceux qui veulent aider à cette préservation du patrimoine. Donc, nous sommes une fondation privée. Et l'objectif est de mobiliser toutes les énergies au service de cette préservation du patrimoine. Et la Fondation agit aux côtés des propriétaires, publics ou privés, pour les aider à financer leurs projets de restauration du patrimoine. Donc pour cela, nous sommes à leur côté. Alors on peut revenir juste pour se rendre compte sur le slide précédent avec la carte de France. Voilà, comme ça on voit que voilà, on voit nos 21 délégations régionales avec les 950 bénévoles et les salariés aussi qui sont présents dans toutes les délégations, avec chaque année à peu près 2000 projets qui sont accompagnés par la Fondation, un budget de 75 millions d'euros hors ce qui a été fait pour Notre-Dame, et donc un maillage territorial vraiment qui nous permet d'être au plus près du territoire avec une moyenne d'un site restauré tous les 4 kilomètres. Pour rentrer dans nos missions de façon un peu plus précise, on a une vision du patrimoine qui est vraiment le patrimoine comme un tout. Donc l'objectif, c'est de préserver notre cadre de vie à tous et ce qui fait la beauté et le caractère de nos territoires pour le transmettre aux générations futures. Donc le patrimoine a une valeur en soi, mais c'est aussi un vecteur et un levier très puissant de dynamisme économique pour les territoires. C'est aussi un levier de la transition écologique. Sandrine Lézel le rappelait à l'instant, un levier pour préserver des savoir-faire, pour préserver des emplois et pour créer du lien social. Et donc on agit sur tous les types de patrimoine,
C'est illustré à la page suivante. Voilà, bâti, naturel, mobilier, c'est un tout et ça englobe autant l'église du village que les parcs et jardins et ce qu'il y a autour. Donc les étangs, les forêts, tout ce qui constitue notre patrimoine et nos paysages. On est effectivement un peu moins identifié aujourd'hui sur les sujets de patrimoine naturel, mais c'est un sujet que la Fondation souhaite renforcer. Donc, la vocation de la Fondation, nos objectifs, c'est d'accompagner des projets de restauration du patrimoine qui ont un impact sur les territoires et voilà, à la fois économique, social, puisque on fédère aussi les habitants. On a un rôle mobilisateur et on est capable de travailler avec tous les acteurs au niveau local autour des sujets qui touchent au patrimoine pour préserver l'environnement et pour apporter du dynamisme au territoire. Et en cela, la mission de la Fondation rejoint aussi celle des petites villes de demain. Les collectivités territoriales sont vraiment des partenaires clés pour la Fondation du patrimoine. On en a eu un exemple à l'instant, et les élus sont vraiment des interlocuteurs quotidiens. Et il existe de nombreux partenariats, à l'instar de celui avec Dinard, pour préserver le patrimoine, donc avec un système de financement ou d'identification de projets. Des communes sont également adhérentes à la Fondation du patrimoine. On a voilà, un maillage territorial à la fondation qui permet vraiment une relation de proximité et de déployer toute notre ingénierie financière. Je vais prendre la main sur la suite. Cette présentation pour vous présenter plus en détail nos outils. Notre métier à la Fondation du patrimoine, c'est d'identifier, de chercher des projets patrimoniaux et de collecter des fonds pour participer à leur financement. Donc pour cela, nous disposons d'un certain nombre d'outils de financement sur lesquels je vais revenir ensuite, notamment la collecte de dons. Alors, en tant qu'organisme d'utilité publique, la Fondation peut collecter des dons auprès de toute personne attachée au patrimoine, que ce soit les particuliers, les entreprises, les associations ou les collectivités. Donc, ces collectes, elles servent à compléter des plans de financement de projets à hauteur en moyenne de 10% et peuvent convaincre également d'autres financeurs de s'engager. Ça va créer un engouement, un engagement collectif autour d'un projet. Et d'ailleurs, on constate que le succès d'une collecte repose énormément sur la capacité du porteur de projet à mobiliser et à fédérer autour de son projet, souvent d'ailleurs avec l'aide d'une association locale. Je vais passer ensuite aux atouts de nos collectes, des collectes organisées avec la Fondation. L'accompagnement personnalisé, c'est quand nous aidons le porteur de projet à construire et à planifier un plan de communication et d'animation de sa collecte, en nous mettant notamment à disposition des supports de communication. En revanche, c'est au porteur de projet ou à l'association d'assurer la mise en œuvre de la communication autour de sa collecte. Les tâches administratives, c'est-à-dire que c'est la Fondation qui traite les dons, qui remercie les donateurs et qui émet les reçus fiscaux. La sécurité dans la gestion des fonds, finances sont contrôlées par des commissaires aux comptes et par la Cour des comptes. Nous reversons 94% des dons aux travaux, donc nous avons des faibles charges de fonctionnement. Et enfin, les avantages fiscaux pour les donateurs, c'est-à-dire que donc c'est toujours grâce à notre statut. Les donateurs ont la possibilité donc d'avoir une réduction d'impôt à hauteur jusqu'à 75% sur certains dispositifs. Et pour cela, les travaux et le maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage doivent répondre à des critères sur lesquels je ne vais pas revenir ici, mais le maître d'ouvrage doit être d'intérêt général. Donc c'est pour ça que c'est un dispositif qui est réservé aux communes, aux associations et dans des critères plus précis et plus restrictifs aux propriétaires privés. Je vais ensuite passer au label. Alors, on en a déjà parlé avec la ville de Dinard. Donc, pour le coup, c'est un dispositif réservé vraiment aux propriétaires privés qui reconnaît l'intérêt patrimonial d'un bien et les travaux envisagés. Donc, on a vu des exemples de maisons assez bourgeoises, assez balnéaires, très typiques à Dinard, mais on aide un panel plus large de bâtiments, de maisons qui peuvent être moins cossues, des fermes, des moulins, des fours à pain, et rentrent aussi dans ce dispositif les parcs et jardins, avec un certain nombre de critères
protection au titre des monuments historiques, notamment, et la situation géographique, donc des villes de moins de 20 000 habitants ou des SPR ou des critères de ce type. Alors, je vais passer à la slide suivante. Les avantages et voilà, le principe de ce dispositif, on en a également parlé, c'est l'octroi d'une aide de minimum 2% par la fondation, mais qui, en fonction aussi des partenariats avec les collectivités, peut être plus importante. Un avantage fiscal pour les propriétaires éligibles à cet avantage qui est de 50%, mais qui peut être aussi de 100% lorsqu'on atteint 20% d'aide de la fondation. Et là, c'est tout l'intérêt aussi des partenariats avec les collectivités locales qui peuvent aussi abonder à cette enveloppe d'aide et atteindre ces 20% qui déclenchent les 100% d'avantages fiscaux. Et sous condition la mobilisation du mécénat, c'est-à-dire de la collecte de dons euh, pour certains projets. Les liens dans la présentation mènent vers des contenus qui sont disponibles sur le portail du patrimoine dont je vais vous parler après, qui permettent de revenir plus en détail sur tous ces dispositifs. Julie, je te passe la main. Oui, chacun de ces dispositifs, de ces outils de financement ont leur propre fonctionnement et leurs propres critères. Et donc, en plus des collectes de dons et du label, d'autres outils de financement existent à la Fondation, notamment les appels à projets nationaux et les concours et les prix. Alors, un dispositif qui est très connu, c'est celui du Loto du patrimoine, de la mission patrimoine, qui a été confié à Stéphane Bern et qui est déployé par la Fondation du patrimoine avec le soutien de la Française des Jeux et du ministère de la Culture depuis 2018. Il permet d'identifier et de venir au secours du patrimoine en péril partout en France, avec l'objectif vraiment d'identifier des sites et de les aider de façon assez conséquente, pardon, avec plusieurs critères. Donc, l'état de péril, l'intérêt patrimonial et culturel, la maturité du projet, l'impact sur le territoire, et puis prise en compte également la situation socio-économique du territoire et du porteur de projet. Chaque année, plusieurs sites sont sélectionnés. Pour candidater, vous pouvez le faire sur le site de la Mission Patrimoine, donc c'est missionberne.fr. Vous avez jusqu'au 29 février pour cette année, donc on en profite pour rappeler cette échéance. Et le Loto du patrimoine permet d'aider de façon très concrète des sites. Depuis sa création en 2018, c'est 850 projets qui ont été sélectionnés. Et 500 sites qui sont déjà pour lesquels des travaux sont déjà en cours ou terminés, et ça représente 230 millions d'euros qui ont été apportés. Beaucoup d'autres programmes thématiques existent. Vous pouvez, enfin voilà, il y en a presque une vingtaine à la Fondation du patrimoine, donc on ne pourra pas tout parcourir aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de ces programmes, en fait, met l'accent sur une thématique. Donc la mission patrimoine, c'est la notion de péril. Il y a aussi des programmes qui existent autour du patrimoine naturel, de la biodiversité et de l'éco-rénovation du bâti. On a un programme qui s'appelle le patrimoine emploi autour de l'insertion socio-professionnelle. Comment faire en sorte, dans ces travaux de restauration de patrimoine, d'intégrer des personnes éloignées de l'emploi. D'autres programmes autour de la notion de tourisme et de dynamisme local. Voilà, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des soutiens au projet. Et la meilleure façon de les identifier, c'est de vous mettre en relation avec les délégations régionales de la Fondation. Parmi les fonds qui sont mobilisables sur des projets, les fonds qui nous viennent de mécénat d'entreprises avec lesquels on a des partenariats, soit au niveau national ou au niveau local, ça représente aussi une opportunité de financement qui est tout à fait conséquente. Et donc, vraiment, le message à retenir, c'est de vous rapprocher des délégations de la Fondation qui sont, voilà, vous avez un lien sur le slide, pardon, juste d'après. Donc, voilà, ce sont vraiment vos interlocuteurs qui arriveront à vous guider et à identifier les bons appels à projets, les bons programmes pour le projet que vous portez.
N'hésitez pas à les contacter. Je vais vous présenter enfin notre outil du portail du patrimoine. Nous avons fait le constat à la Fondation du patrimoine que la restauration du patrimoine est un sujet complexe qui pouvait laisser les propriétaires privés et publics parfois avec des nombreuses questions: qui solliciter, quelles aides financières existent, et comment aussi font les autres propriétaires. Donc en complément de nos aides financières et de notre accompagnement de proximité, nous proposons depuis un an et demi un site internet de contenu, de ressources pour aider les porteurs de projets, les propriétaires à mener à bien leurs projets. Donc l'enjeu l'objectif de ce site de contenu, il est triple. C'est à la fois de sensibiliser aux enjeux de restauration, à ses impacts, notamment sur le territoire, à donner envie de se lancer grâce à de nombreux retours d'expérience de propriétaires et de porteurs de projets, et accompagner concrètement et de façon opérationnelle dans le projet avec des démarches expliquées pas à pas. Alors, nous proposons sur le portail des thématiques qui sont mis en forme dans des formats que nous avons voulu le plus pédagogiques et inspirants, des articles, des dossiers thématiques, des vidéos, donc interviews, décryptage d'experts et des infographies. Et donc, ce portail, nous l'avons pensé et développé avec de nombreux partenaires, notamment donc, le programme Petite Ville de demain, mais également le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et des acteurs institutionnels et associatifs que nous avons listés ici. Et enfin, donc, je vous encourage à découvrir notre site, à créer votre compte en choisissant votre profil pour accéder à des contenus qui vous concernent, qui concernent vos besoins, et aussi vous permettre d'être tenu au courant des nouveaux contenus. Donc, tous les dispositifs que nous avons présentés aujourd'hui sont détaillés sur le portail du patrimoine. Il y a également des porteurs de projets qui peuvent témoigner de la réussite de leur projet. Euh, Nous avons également des brochures. D'ailleurs, la Fondation du patrimoine a un certain nombre de brochures aussi sur, euh, sur lesquelles vous pourrez retrouver les aides dont on nous a présentées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui était à la fois concise et claire. Et puis, on a tous noté que le portail était un outil aussi indispensable pour répondre à toutes vos questions. J'ai quand même noté qu'il y avait des questions, notamment sur l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour pouvoir bénéficier du label, pour pouvoir bénéficier d'exonération. Peut-être pouvez-vous répondre à ce sujet. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir bénéficier les différents appuis de la Fondation du patrimoine, notamment le fait d'être adhérent? Je veux bien répondre. Non, l'adhésion n'est pas du tout un critère pour bénéficier de notre accompagnement. C'est, je pense, une façon aussi pour les collectivités de peut-être à un moment donné de soutenir la fondation après avoir bénéficié de son soutien. Mais peut-être, je ne sais pas, alors je ne sais pas si la commune de Dinard est adhérente, donc je ne vais pas me permettre si elle est adhérente. Euh, mais voilà, en tout cas, notre accompagnement n'est pas soumis à cette adhésion. C'est pas... Si je peux juste compléter peut-être un petit peu les propos d'Anaïs, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas imposer à une collectivité d'adhérer pour qu'on les soutienne en retour. Simplement, on accompagnera les collectivités dans la mesure de nos possibilités financières. Et c'est là l'importance d'un partenariat de ce type avec, par exemple, la ville de Dinard, c'est que seul, on ne peut pas soutenir tous les travaux des particuliers qui feraient l'objet d'une demande de label sur la ville de Dinard. Par contre, avec leur soutien, on peut être plus fort. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce type de partenariat. Mais on ne peut pas imposer une adhésion, même si, bien sûr, à partir du moment où on soutient la collectivité, en retour, on va la solliciter pour ce versement d'adhésion en soutien à notre fonctionnement de façon générale. Merci. Alors, j'ai vu que nous avions aussi une question qui concerne le programme Village d'avenir. Donc, il faut rappeler que la Fondation du patrimoine
dans les nombreuses actions qui sont accompagnées. 80% des actions concernent des communes de moins de 2000 habitants. Donc, l'intervention de la Fondation du patrimoine n'est pas liée à un programme particulier de la NCT, même si aujourd'hui, avec le programme Petites Villes de demain, nous voulons apporter un appui aux communes Petites Villes de demain. Bien sûr que les villages d'avenir peuvent aussi avoir un patrimoine et donc solliciter la Fondation du patrimoine si elle souhaite agir pour le préserver. On a aussi des demandes pour avoir des exemples d'opérations. Ça s'adresse, je pense, à Julie Jam ou à Anaïs Couteau. Avez-vous des exemples d'opérations en articulation avec des OPA ou des OPA ERU? Des exemples d'opérations de restauration du patrimoine qui seraient liés aussi à des OPA ou à des OPA ERU. Alors, non, pas comme ça, mais enfin, je ne sais pas, Ouais. Julie, mais on peut prendre, on peut prendre la question et revenir enfin, vous Ça pouvez nous concerne les laisser. opérations programmées Oui, d'amélioration de l'habitat. C'est vrai qu'il y en a euh, forcément il y en avec a forcément, mais patrimoniaux, mais peut-être qu'il là, faudrait à brûle pour point, je Tout comprends que à c'est fait. difficile d'avoir tout de suite en tête la ville et la commune concernée. Alors, il me semble que nous avons déjà répondu à beaucoup des questions qui ont pu être posées. Je note aussi un témoignage intéressant hein, de quelqu'un qui nous explique que le fait d'obtenir le label de la Fondation du patrimoine permet de déclencher les aides d'autres collectivités, de la commune, du département. Donc, le label, au-delà de la subvention de 2% et des mesures fiscales, ça peut être aussi un effet déclencheur pour bénéficier d'autres financements, notamment ceux des collectivités. Ça, c'est tout à fait aussi intéressant comme témoignage. On a des questions pour présenter les différents types de labels. Ce sera peut-être un peu long de le faire en direct aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à vous reporter sur le portail de la Fondation du patrimoine qui explique de manière très synthétique et claire les différentes aides existantes. Voilà, nous approchons bientôt du terme de ce webinaire. Je voulais vraiment remercier, à moins qu'on ait encore une autre question sur Je peux la juste répondre, fondation. peut-être. Vous avez Madame Couteau, vous avez une autre question peut-être à Oui, laquelle vous voulez juste répondre, je une vous en prie. incompréhension sur les 2%. Donc oui, peut-être que pardon, ça n'a pas été très clair. 2% d'aide pour les labels, c'est 2% du montant des travaux. Euh, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a passé vite. Pardon, c'était tout. Très bien. Mais écoutez, bien sûr, ça sera difficile de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à vous rapprocher du délégué de la Fondation du patrimoine qui pourra vous accompagner et à vous reporter au portail. Merci vraiment pour votre participation nombreuse à ce webinaire. Merci à tous nos intervenants, Madame Omette, Madame Couteau, Madame Jam, Madame Lézé, Monsieur Aurière, et c'était vraiment un webinaire tout à fait intéressant. Alors, nous partagerons le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez vous y reporter. Et je vous donne également rendez-vous bientôt le 6 février, puisque nous allons avoir un nouveau webinaire qui va vous permettre d'avoir des informations sur le programme France Ruralité, puisque de nombreuses communes, petites villes de demain, peuvent bénéficier des mesures prévues dans le programme France Ruralité. Donc, webinaire le 6 février d'introduction et les 13, 22 février et 5 mars, vous aurez une présentation thématique détaillée de l'ensemble de l'offre de services qui est proposée aux communes dans le cadre du programme France Ruralité. Donc, à très bientôt pour nous retrouver sur ces webinaires de décryptage de l'offre de services destinée aux petites villes de demain. Très belle journée.